bonjour, c'est un plaisir de démarrer cette nouvelle saison du briefing NPA, le rendez-vous de décryptage mensuel dans l'actualité des médias proposé par NPA Conseil. Et c'est un plaisir au moins aussi grand de démarrer cette nouvelle saison avec le PDG de Médiamétrie, Yannick Cariou. Bonjour Yannick. Merci de me recevoir, merci, bonjour. Un homme de mesure d'audience, c'est forcément un homme de chiffres. Donc peut-être pour démarrer en feuilletant un peu l'été, puis en se projetant sur les événements de la saison à venir, parcourir quelques chiffres, et puis quand même l'événement de l'été, c'est les JO. Alors le bilan, ton bilan personnel de ces JO, de la même manière qu'on a proposé aux professionnels de répondre à une petite étude sur les sujets, très positif, plutôt décevant. Évidemment très positif, je crois que je ne déteins pas dans le paysage en disant ça. C'était même un moment assez rare, hein. Moi j'ai beaucoup fréquenté les épreuves, il y avait une ambiance qui je crois fera date et qui restera en tout cas dans ma mémoire. Une dernière chose sur les JO, la personnalité des JO qui restera pour toi, soit athlète, soit artiste ayant participé aux cérémonies, soit officiel, c'est qui pour toi le nom qui reste, que tu garderas? Alors c'est un nom que j'ai découvert en y allant, je pensais être original mais j'ai vu qu'il était aussi à la cérémonie de clôture, c'est Lopez, le lutteur cubain qui a eu 5 médailles d'or dans 5 Olympiades différentes. Je crois que le succès s'est duré et en lui est une démonstration de ça. Encore un peu plus que Teddy Riner qui peut-être... 5 médailles d'or ou... 5 médailles d'or, 5 Olympiades. Effectivement, je crois qu'en France on en a 2 qui ont eu 3 Olympiades qui sont Riner et Stanley, Voilà, il me semble. voilà. Donc le premier chiffre c'est 2. 2 comme OFTV et comme Réel TV, les 2 nouvelles chaînes qui vont arriver dans la TNT et qui prendront la place de C8 et d'Énergie 12. Peut-être plus globalement sur le process de ces autorisations de la TNT et puis surtout ce qu'on peut attendre et les perspectives de la TNT. Alors la TNT, je vais pas faire le devin, mais la TNT c'est effectivement une grosse part de l'audience des chaînes de télévision en France, hein, près de 90%. Donc on a 2 nouveaux acteurs. Alors on ne sait pas exactement encore ce que deviendront les acteurs qui n'ont pas eu le renouvellement de leur licence. Donc d'un point de vue assez bêtement commercial, c'est peut-être 2 clients en plus, et peut-être des clients en plus à la fin pour Médiamétrie, ce qui est plutôt pas mal. Évidemment, on a des nouveaux acteurs, alors certains qui connaissent la télévision, d'autres qui sont plus nouveaux, donc on aura aussi, nous, Médiamétrie, un processus d'acculturation pour embarquer, je dirais, tous ces acteurs nouveaux ou nouveaux venus, plutôt dans le paysage, pour qu'ils aient la meilleure utilisation de nos chiffres. En tout cas, ils seront bienvenus à tous nos travaux. Donc le deuxième chiffre, il est celui de la valeur de Netflix au 20 août. 300 milliards de dollars, c'est-à-dire 1,5 fois plus que Disney, Warner et Paramount réunis, et pour prolonger encore 2 fois plus que Comcast, le premier câbleau opérateur américain. Ça évoque quoi? Alors je suis pas un expert des multiples financiers. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que cette belle performance, puisque c'est quand même, je crois, un maximum historique, un pic historique de valorisation, est intervenu après que Netflix ait annoncé une croissance du nombre d'abonnés peut-être plus supérieure à ce qui était attendu par le marché, de l'ordre de 8 ou 9 millions. Mais en même temps, ils ont dit, je pense très honnêtement, que le nombre d'abonnés n'allait pas croître à l'infini, c'est tout à fait logique, et que d'ailleurs, ils s'abstiendraient probablement de publier des chiffres, ou trop de chiffres, ou plus de chiffres sur le nombre d'abonnés, et commence à parler de temps passé, d'engagement des utilisateurs de Netflix avec les contenus de la plateforme. Et donc, évidemment, il parle d'audience. Donc la question que ça suppose, c'est effectivement que ça génère, c'est évidemment la façon dont Netflix va travailler ses audiences, et de manière finalement assez proche de ce que font des acteurs plus traditionnels de la télévision telle qu'on la connaît. Donc c'est, à mon avis, l'annonce de l'arrivée de Netflix sur des problématiques d'audience. Et d'ailleurs, ils travaillent avec nous pour faire en sorte d'obtenir ces chiffres dans un futur assez proche. Dans 15 jours, ça sera, même moins de 15 jours, ça sera les 10 ans de l'arrivée de Netflix en France, le 15 septembre 2014. Donc, on aura certainement l'occasion de reparler de SVOD au cours du mois de septembre. Le troisième chiffre, c'était 23 millions. 23 millions comme le nombre de ceux qui ont regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce qui était étonnant aussi, et peut-être un peu ce qui
préfigure de ce dont on parlera ensuite sur la mesure d'audience, c'est qu'il y a eu un petit cafouillage, ou en tout cas, il y a eu 2-3 chiffres qui ont circulé en 48 heures. Est-ce que c'était 22, est-ce que c'était 23, etc. Alors, pour ce que j'en ai compris, ça dépendait un peu si on regardait strictement la cérémonie ou si on prenait les minutes qu'il avait entourées. L'autre point, c'était aussi quand même le sujet de la prise en compte du rattrapage, du délinéarisé. Enfin, Ouais. pour le dire à la fin, c'est quand même de plus en plus compliqué à comprendre. Oui, alors c'est compliqué. Alors oui, il y a eu un petit cafouillage sur la date, enfin l'heure de démarrage prise en compte pour la mesure. Donc le chiffre final et le bon chiffre était de l'ordre de 23 millions. Et aujourd'hui, si je rajoute à ça tout le replay, donc les gens qui l'ont regardé de manière non linéaire, on est même à 24,4. J'ai regardé ça hier soir encore, ce qui est le record absolu du Mediamat. Et je rappelle, parce qu'il faut toujours rappeler ça, que 24,4, c'est le nombre moyen de téléspectateurs tout au long de la durée du programme. Et on est sur quelque chose qui dure plus de 3 heures. Donc au total, on a 43 millions de personnes qui, à un moment donné, ont regardé une portion du programme. Et le pic d'audience, c'est Aya Nakamura, qui fait près de 32 millions de visionnages sur sa petite séquence. Alors je ne sais pas si c'est elle ou la raideur du déhanché du patron de la musique de la garde républicaine, mais en tout cas, ça a marqué les gens. Déjà. Le 4e chiffre, c'est 10 euros. Alors, je sais que tu aimes bien le football. Et en même temps que DAZN annonçait qu'il faudrait payer au moins 30 euros pour suivre la Ligue 1 cette saison, Canal a sorti un pass Coupe d'Europe, 10 euros, pour avoir l'intégralité des 3 Coupes d'Europe, Ligue des Champions, Europa League et Europa League Conférence. Qu'est-ce que ça dit ou de quoi ça présage en termes aussi d'accès au sport, de marketing de sport et puis finalement aussi de capacité de conquête des abonnés. Bon alors les prix, c'est presque aussi compliqué que les audiences, parce que les 10 euros, si je ne me trompe pas, ça suppose qu'on ait déjà un abonnement Canal. Oui, c'est en plus d'un abonnement voilà, Canal. Alors que le 30 euros qui est avec un engagement et qui passe à 39 euros ou qui est près de 40 euros s'il n'y a pas d'engagement, il y a quand même une mixture de chiffres assez complexe. Donc évidemment, les 30 euros ou les 39 euros ou 40 euros, c'est le prix de la passion. Alors moi, je suis passionné, donc j'ai payé avec engagement via Canal d'ailleurs. Mais moi, je ramène ça à un chiffre qu'a publié le cabinet de conseil Bearing Point il n'y a pas très longtemps, qui essayait de faire la totalisation de tous les abonnements numériques des foyers français, et ils sont arrivés à 45 euros. Alors, on peut discuter de ce chiffre, de la façon dont il est fait, mais on voit bien que 30 euros supplémentaires qui débarquent dans le paysage. Alors, pour les passionnés, on peut enlever les 12 ou 15 euros que coûtait la même chose sur Amazon, mais on voit bien qu'on ne parle pas de petits chiffres en relatif de ce que les Français aujourd'hui dépensent déjà. Donc ce sont vraiment des paris. On sait que les tarifs sont pas forcément stables. Il y aura peut-être des bundles, des offres, etc. Donc je crois que c'est très difficile de comparer like for like des offres et des prix, parce que c'est évidemment des offres différentes. Mais on commence évidemment à faire à tangenter des limites financières au global des offres, ce qui va probablement créer des arbitrages et du churn entre les différents acteurs. Dernier chiffre, 35%. 35%, c'est une donnée qu'a publiée au cours de l'été Nielsen. C'est la part de l'audio des 15-34 ans ou des 18-34 ans qui est réalisée à travers le podcast. Enfin, ça veut dire que le podcast, pour le dire autrement, chez un jeune Américain, c'est un tiers du temps qu'il passe à écouter des programmes de radio autre. On en est loin ici. Oui, on en est loin, mais ce chiffre est intéressant, mais autant que la question d'ailleurs. Puisque ce 35%, il faut toujours se méfier des chiffres qui viennent des États-Unis, parce qu'on est dans un contexte différent, des études différentes et des définitions un peu différentes. Ce 35%, c'est exactement la part du temps passé par les gens de 18 à 34 ans, puisque tu prends cette population-là, à écouter de l'audio sur des supports pubables. Donc, et l'autre chiffre qui est intéressant dans cette étude, la même étude, c'est que 48% de ce temps, c'est de la radio en FM. Donc en fait, on peut le lire de deux façons ce chiffre. Sachant qu'en plus, une partie des podcasts sont des produits, des sous-produits de la radio. Donc ça veut dire en fait qu'aux États-Unis, la plus grande part, très largement, du temps passé par les 18-34 ans à écouter de l'audio pubable, c'est de la radio.
Donc ça montre la force de la radio. Et il y a une autre question intéressante dans cette étude-là, et d'ailleurs ça me donne une idée, peut-être un jour il faudrait qu'on fasse la même chose. Il pose la question aux annonceurs. Quelle est selon vous la part d'audience de la radio en FM dans les pratiques des gens? Et les annonceurs se trompent, et ils se trompent d'un facteur 3. Donc ça montre bien, je dirais, la différence entre la réalité des chiffres et puis parfois les impressions un peu trompeuses qu'on a quand on vit dans des milieux CS+, très urbains, etc. Aux États-Unis, les annonceurs sous-estiment d'un facteur 3 la part de marché de la radio FM sur leur propre territoire. Je pense qu'il faut réfléchir à ça et toujours avoir le réflexe de regarder les chiffres et les définitions. Et donc, on peut considérer qu'on n'est pas aujourd'hui en France dans un mouvement de bascule des usages, je dirais, massif et accéléré. On sera en radio comme en télévision vers dans un mouvement de bascule vers le non linéaire. Finalement, quand ils en ont l'opportunité, les gens ne se soumettent pas facilement à la dictature de l'horloge. On ne se contraint plus autant qu'avant à être disponible pour un programme, mais ça ne veut pas dire que les émetteurs de ces programmes changent drastiquement. Et en radio, aux États-Unis comme en France, la radio occupe une place très majoritaire du temps passé à écouter de l'audio. Donc voilà, on se retrouve avec Yannick Cariou. On a parcouru 5 chiffres marquants de l'été. Les tiens, les faits qui ont retenu ton attention et qui resteront, que tu garderas en tête, que tu emmèneras avec toi. Alors je vais évidemment revenir sur les JO, mais peut-être avec un petit coup de gueule. 10 millions. J'ai 2 fois 10 millions à te proposer comme chiffre. 10 millions, c'est à peu près, je crois, le nombre de spectateurs du film Un petit truc en plus d'Artus. Et c'est aussi le nombre moyen de téléspectateurs pour la cérémonie d'ouverture des Paralympiques. Donc, quand on voit ça, on se dit c'est super, on s'ouvre les yeux, on est dans un grand moment de fraternité, de communion, d'intégration, etc. Mais si je reprends 2 autres chiffres que j'emprunte un instant à Café Joyeux nous dit il y a à peu près, vous savez, la société inclusive, il y a à peu près 700 000 personnes en France qui sont atteints de troubles autistiques et 65 000 qui sont porteurs de la trisomie 21. Et parmi les personnes qui ont un handicap mental de ce type, 0,5%, ça fait 4 000 travaillent en milieu ordinaire. Alors il y en a 2 chez Médiamétrie. C'est pas mal pour une société comme Médiamétrie. Et en fait, ça me donne envie de crier et de pleurer un petit peu parce que moi, l'ayant vécu au quotidien et le vivant au quotidien, je peux vous assurer que les personnes qu'on emploie à faire ça, tu les as peut-être déjà vues à l'accueil chez nous. Non seulement elles en profitent beaucoup et je pense qu'elles sont heureuses, mais elles nous donnent énormément. Et c'est pas une figure de style. Donc je voudrais aussi que ces chiffres, ces beaux chiffres, ces millions se transforment en petites actions. Et je pense qu'on serait un peu plus cohérent pour sortir un peu de ce qu'était la scénographie de Thomas Joly à la cérémonie d'ouverture. Vous savez, il y avait les 2 populations qui étaient ensemble, mais pas ensemble. On est un peu à ce stade-là. Donc, si on veut vraiment se mélanger, je pense que tous les patrons doivent faire un petit effort. Dernière petite respiration, et puis on va parler de mesures d'audience. Pour en revenir à l'audience, l'actualité nous sert. Vous avez annoncé hier qu'à partir du 10 septembre, les audiences réalisées en preview, donc ce qui est vu en termes de programme avant même la diffusion à l'antenne, seraient intégrées à la mesure que vous publiez. C'est une évolution, j'imagine, logique. Est-ce que tu peux quand même la resituer dans ce qui s'est fait au début d'année et puis nous en donner un peu une idée de... Est-ce que c'est significatif? Est-ce qu'il faut s'attendre à un impact significatif ou est-ce que pas tant que ça? Alors, je voudrais dire un truc très important et il faut vraiment le marteler. Il y a en France une mesure qui est extrêmement complète. Il n'y a que 2 pays au monde, les États-Unis et la France, qui, le matin à 9h, livrent les audiences de la télévision sur tous les écrans et en tout lieu. À domicile, hors du domicile et sur tous les supports. Il n'y a que 2 pays au monde et il y a la France. Royaume-Uni, ils n'ont pas ça. Royaume-Uni ne fait pas ça. Royaume-Uni n'a pas l'autophone, par exemple, dans la référence du matin. Donc, il faut toujours rappeler ça. Et évidemment, cette intégration des previews, les previews, l'audience générée par les previews était déjà dans le Mediamat, mais j'irais affectée un peu au pot commun des chaînes et n'était pas affectée au programme. Or, il nous paraît important, quand on fera l'analyse des programmes dorénavant, de savoir combien ou quelle est la part de cette audience qui aura été réalisée avant la diffusion antenne.
Pourquoi ? Parce que les stratégies de plateformisation des grandes chaînes amènent naturellement, pour des questions de promotion, d'animation et d'intérêt même de ces plateformes, à multiplier les contenus preview. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément au global quelque chose d'extrêmement significatif. Ça peut l'être pour certains programmes qui peuvent faire quelques pourcents d'audience, je dirais juste en preview. Et nous, notre pari, et le pari du marché, puisqu'on l'a fait en concertation avec le marché, c'est que pour certains programmes, les previews seront de plus en plus importants. Donc pour préparer ça, on a décidé que les programmes, l'analyse des contenus intégrerait dorénavant cette notion de preview. Donc ça veut dire que pour les programmes phares, puisque c'est souvent sur eux que les chaînes décident de proposer un épisode en amont, etc., eux, les chaînes pourront mieux mesurer finalement ce que ça leur rapporte en termes d'audience, à quel point ça a créé l'événement. Absolument. Et donc ça se rajoute aux évolutions de début d'année qui ont pris en compte aussi tous les écrans à domicile, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes et puis le hors domicile qu'on a réalisé depuis quelques années. Donc on a une mesure extrêmement complète. Et puis le fait, sauf erreur de ma part, que depuis le début de l'année, la mesure est calculée sur l'ensemble des Français, qu'ils soient équipés de télé ou pas, alors qu'auparavant ça reposait sur les équipés télé. Absolument, ce qui est assez logique avec le fait de mesurer les audiences sur les tablettes, ordinateurs, etc., puisqu'un certain nombre de nos concitoyens ne consomment la télévision que sur ces supports mobiles sans avoir nécessairement de téléviseur. Donc là, on a tout. Donc ça, c'est 2 étapes d'un chantier beaucoup plus large. Peut-être avant de rentrer un peu dans les étapes qui vont se succéder au cours de l'automne et début 2025, il y a un sujet qui doit être parfois très prenant quand on est patron de médiamétrie, c'est à la fois la fragmentation des services, des plateformes, des écrans, etc. Mais c'est même encore au-delà, le fait que l'audience, ça mesure à la fois à piloter l'action des équipes éditoriales, essayer d'être bon dans la manière dont on va vers le public, mais aussi répondre aux publicitaires, enfin, justifier aux publicitaires finalement des investissements qu'ils réalisent. Ça, j'imagine que ça ne se pilote pas forcément toujours de la même manière, ça n'appelle pas forcément toujours les mêmes réponses. Alors, c'est une très bonne question puisque historiquement, au début de médiamétrie, la même étude pouvait répondre, je dirais, à tous les besoins. On a historiquement toujours servi les stratégies éditoriales pour que les patrons de programme puissent savoir si leur stratégie rencontre le public au niveau attendu et la publicité qui était dans le flux linéaire. Maintenant que la publicité est en partie délinéarisée, parfois substituée, parfois sur des supports différents, etc., évidemment, il faut faire 2 fois le boulot. Et de plus en plus, on a des programmes d'études et de mesures qui sont assez spécifiques pour la partie éditoriale et assez spécifiques pour la partie publicitaire, bien sûr le tout restant cohérent. Mais c'est vraiment de plus en plus un double travail avec des technologies différentes, des acteurs différents, des périmètres compétitifs différents. Alors, pour ce qui va advenir de cette fameuse mesure hybride, elle est hybride dans le sens où elle est capable, mais ça vous le faites déjà, de mesurer le téléviseur, mais d'autres écrans, et tout en créant des passerelles entre l'une et l'autre, pour savoir que TF1+ a été vu sur la télé, mais sur le smartphone, et de faire la somme des deux, de mesurer des genres de services différents, SVOD, plateforme de partage de vidéos, etc., avec un club qui aujourd'hui n'est pas fermé. Enfin, autant on sait qui est mesuré aujourd'hui en termes de chaînes de télé. Est-ce qu'on sait déjà qui sera mesuré en termes de plateforme de SVOD ou autre plateforme demain? Et puis, comment on fait pour avoir le même niveau de performance en termes à la fois de couverture, combien de personnes j'ai touché à la fin de la journée ou à la fin du mois, pendant combien de temps, s'il y a 2 écrans, comment ça se duplique ou déduplique, et puis question à 1 000 €, combien de personnes il y avait devant l'écran? Alors, devant un smartphone, souvent une seule, devant une télé, souvent plusieurs. Ouais, alors il y a toutes ces questions-là. Il faut bien comprendre que médiamétrie, c'est 2 choses en fait. C'est bien sûr une société qui a des capacités techniques de haut niveau, comme je l'expliquais tout à l'heure, et qui déploie et fabrique des mesures, parfois seule, parfois en partenariat, puisqu'on est en partenariat avec Kantar, avec Nielsen, avec d'autres sur ces sujets-là. Et puis c'est aussi une instance de concertation de marché. Et les deux fonctionnent de pair, puisque la partie, je dirais le bras armé technique, ne fait des choses que dans la mesure où on a réussi à obtenir un minimum de consensus de marché. Ce qui va se passer, il faut se le dire, dans les années qui viennent, c'est qu'il va y avoir plein de chiffres qui vont circuler.
Pourquoi ? Parce que tout le monde a des chiffres, puisque l'activité de diffusion digitale génère elle-même un certain nombre de données que les uns et les autres pourront évidemment et légitimement être tentés d'utiliser pour justifier qui la force, qui la couverture, qui je ne sais quoi. Maintenant, quand il faut donner une vision globale, un équilibre et permettre les arbitrages, il faut que tous ces chiffres-là soient cohérents. Et cette cohérence, elle vient justement de la concertation. Il y a des éléments faciles de cohérence, il y a des éléments difficiles. Il y a des éléments évidents et qui sont impératifs. Tu parlais du nombre de téléspectateurs, c'est ce qu'on a derrière un écran, c'est ce qu'on appelle le co-viewing. Il faut quand même imaginer que le co-viewing de la télévision, c'est aller de l'ordre de 40%, c'est-à-dire que quand il y a une télévision allumée, il y a 1,4 personnes derrière l'écran. Ce chiffre, il est mesuré rigoureusement par médiamétrie. Mais si demain, dans une nouvelle plateforme, pour de nouveaux acteurs, quelqu'un disait « chez moi, c'est 2 », évidemment, vous vous rendez compte qu'en termes d'impact publicitaire, d'impact d'audience, c'est énorme. Mais si le 2 est en fait un 1,6 ou un 1,4, etc., on rentre dans une foire d'empoigne sur les chiffres. Ça a commencé aux États-Unis. Oui, bien sûr, ça a commencé et c'est absolument ce qu'on veut éviter en France. Il est impératif que le co-viewing soit mesuré de manière unique, le mieux possible. Les mesures, elles s'améliorent toujours de jour en jour, mais en tout cas de manière unique, cohérente, homogène et équitable entre les acteurs. Ça, c'est notre combat. Et c'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps à fabriquer ce consensus, à expliquer les choses et à faire en sorte que les démarches méthodologiques convergent pour être suffisamment proches et permettre des comparaisons qui ont du sens. Et donc ça veut dire que pour rester juste un instant sur le co-viewing, ça, par définition, c'est pas la data elle-même ou plus rarement qui peut les donner. Éventuellement pour les plateformes qui proposent de rentrer 2 profils comme TF1 depuis l'été, là on sait qu'il y avait 2 personnes, mais c'est pas encore la norme, loin de là. Donc c'est le panel. C'est le panel et toutes les mesures modernes sont à la croisée. Alors c'est ce qu'on appelle nous l'hybridation. C'est le croisement de données de panel qui sont gérées de manière extrêmement rigoureuse, extrêmement représentative, etc. et qui fournissent beaucoup d'informations. Ces informations permettant de qualifier peut-être d'autres sources de données, des logs, des flux mesurés, je dirais, à la masse, mais qui n'ont pas toujours la capacité à se transformer en nombre de personnes. Alors, il y a le co-viewing, il y a aussi le fait que la télévision soit allumée ou éteinte, parce que des fois, vous savez qu'avec tous les appareils qu'on a autour des téléviseurs, des pubs qui peuvent continuer à tourner. Des pubs, du contenu, ce qu'on veut, c'est pas forcément que publicitaire, mais c'est quand même extrêmement important de savoir qu'il y a quelqu'un derrière l'écran. Voilà. Et donc, ces paramètres-là, alors moi, je suis extrêmement clair là-dessus, doivent être mesurés de manière cohérente, par médiamétrie, sur la base d'un historique qui est extrêmement robuste et qui, bien sûr, doit faire de médiamétrie une société extrêmement ouverte. J'ai annoncé avant l'été la création d'un comité cross-média, c'est aussi pour élargir cette discussion à des acteurs qui, aujourd'hui, n'y ont pas forcément part, mais qui y ont intérêt. Et la discussion est ouverte, mais est-ce que justement, elle a abouti ou est-ce qu'elle est proche d'aboutir ? Est-ce qu'on sait déjà combien il y aura d'invités autour de la table ? Alors, on ne sait pas encore combien il y aura d'invités autour de la table. D'abord, il faut aussi compter les volontaires. Et ce n'est pas forcément des engagements extrêmement, légers à prendre, puisque ça veut dire que participer aux discussions de médiamétrie, ça veut dire être d'accord pour une forme de cohérence de marché. Il y a des acteurs de toute nature qui sont totalement d'accord pour ça. Et qui aujourd'hui affirment, y compris dans des pilotes, j'ai cité déjà le nom de Netflix en France, dans des pilotes pour avancer de manière extrêmement proactive sur ces questions-là. D'autres se posent des questions, veulent savoir jusqu'où les emmène cet engagement de cohérence. Le principe de médiamétrie, c'est des principes de vote, ce sont des principes de dégagement de consensus. Évidemment, quand on dit on va jouer au consensus, parfois le consensus n'est pas exactement ce que chacun aurait voulu à l'idéal. Donc il faut être aussi capable d'accepter ça. Donc nous, on va mettre une proposition extrêmement claire sur la table. Venez, participez, ayez voix au chapitre, mais évidemment, il y aura des règles. Et donc la discussion sur les règles sera aussi importante que la discussion sur les technos, etc. etc. J'allais dire, justement, il y a à la fois la techno, est-ce que l'architecture est bien faite, etc. Et ça, c'est peut-être la dimension la plus objective. Et puis, il y a les chiffres ou les indicateurs qu'on va en tirer. Comment on définit un contact ? Enfin, combien de temps il faut être resté devant l'écran ? Est-ce qu'il fallait que l'image soit plein pot ? Est-ce qu'on compte de la même manière quelqu'un qui regarde sur un smartphone ou sur une télé qui fait 1,20 m de diamètre ? Enfin, tous ces points-là,
ils sont à peu près éclaircis et débroussaillés avec un consensus Non. ou c'est Et, encore le et moment ne de le la seront pas discussion. pour un démarrage de comité, puisque le comité a justement pour but d'étudier en longueur ces questions-là. Et tu sais, sur la télévision, sur la radio, etc., il y a eu des discussions de consensus qui ont duré des années pour aboutir. Donc c'est parfois un peu rageant, c'est parfois long. En général, on nous accuse d'être lent. Bon, on est peut-être lent à faire établir le consensus, mais pas forcément lent à réaliser. Donc tout ne sera pas résolu. Maintenant, il me paraît quand même assez clair qu'il faut garder des ambitions réalistes pour la mesure. Certains des paramètres que tu cites peuvent être résolus différemment que par la mesure, mais par exemple par le tarif. Je ne veux pas rentrer dans la technique, mais par exemple en France, une pub n'est pas vendue au même prix suivant la longueur du spot. Par contre, l'audience est la même. Pourquoi ? Parce qu'on a établi un système qui marche comme ça. Donc il y a certains paramètres qui sont objectivés par la mesure d'audience et d'autres paramètres qui seront laissés à l'appréciation tarifaire des parties. Par exemple, toutes les questions sur je sais pas, l'attention, etc. Moi, je n'ai pas l'intention d'intégrer ça dans la mesure, mais je comprends que d'autres fassent des mesures pour essayer de différencier les tarifs entre les différents acteurs. Oui, mais a fortiori, si on intègre la durée dans le tarif, c'est encore plus important de savoir si le contact est resté 3 secondes. Oui, mais dans 10 secondes dans tous les pays du monde, il y a un certain nombre de paramètres de négociation commerciale qui sont résolus par la mesure et d'autres qui sont laissés à l'appréciation tarifaire. Voilà. Donc si on essaye de mettre tout dans la mesure, combien de temps est-ce que la mesure était, est-ce que le son était on, est-ce que les gens faisaient très attention à ce qu'il y avait, etc. Enfin de proche en proche, on construit des mesures qui sont strictement irréalisables. Donc il y a toujours un paramètre, et moi je suis très ouvert pour régler ces paramètres-là, pour que on mesure des choses de manière la plus objective possible, et puis il y a des choses qui sont laissées au tarif et au talent de négociation des acheteurs et des vendeurs. Alors, en parallèle de la discussion sur la mesure et la manière de la compter, etc., il y a les discussions sur la monnaie, le passage du GRP au CPM, ou d'une certaine manière la généralisation du CPM, donc le ralliement de la télévision à l'indicateur CPM. C'est pas tout à fait les mêmes chantiers, mais ça se parle quand même beaucoup. Alors, je crois que ce chantier-là, enfin cette discussion-là, elle s'est un petit peu éteinte. Alors, en tout cas, elle a été transformée. Elle reviendra peut-être. Je pense que là, il y a une discussion plus fondamentale qui a pris le relais, qui était celle de la définition du contact. À partir de quel moment, notamment en matière publicitaire, évidemment, on considère qu'un contact est valide et crée une impression publicitaire. Il y a des normes internationales qui ont été édictées notamment aux États-Unis sur le sujet. Donc il y a une discussion qui essentiellement adresse ça. Après, que ce soit établi en CPM ou en GRP, qui en fait sont deux grandeurs assez équivalentes, c'est de l'arithmétique, c'est pas le sujet. Donc je pense qu'aujourd'hui, la vraie question de marché, c'est la définition à prendre en compte pour le contact. Il n'y a pas encore un accord unanime là-dessus. Évidemment, chacun défend ses intérêts. Une partie de cette discussion a lieu en dehors de Médiamétrie, une partie aura lieu au sein de Médiamétrie, mais il faudra là aussi qu'on arrive à un consensus pour que les gens puissent mesurer ou comprendre exactement ce que sont les mesures. Concrètement et prosaïquement sur ce sujet de calendrier, donc il y a ce nouveau contact pris en compte dans les tarifs par le marché. On avait dit janvier 2025, est-ce que c'est en bonne voie ? Et puis, il y a le calendrier de publication des résultats de la nouvelle mesure. De mémoire, on devait être dernier trimestre 2024 pour des grandes masses, des grands volumes entre télé, rattrapage, SVOD, etc. Et puis des choses plus fines, du comptage par émission, etc. Mais quelque part vers la mi- ou mi-2025. Est-ce qu'on est à peu près dans on est toujours sur ces calendriers-là. Donc on a fait tout ce qu'on devait faire sur la télévision avec l'annonce qu'on a faite sur le preview. On va commencer probablement à diffuser des premières grandes masses ou concernées vers la fin d'année sur les plateformes. Il faudra qu'on discute des modalités de comparaison ou pas des chiffres qu'on sortira et sur la base d'une explication technique rationnelle. Et en 2025, effectivement, on ira au niveau contenu, c'est-à-dire essayer de ranker les différents contenus proposés par les différentes plateformes
sur un périmètre qui sera celui des plateformes qui voudront participer à tout ça. De mémoire, au Royaume-Uni, on est à peu près, en tout cas sur le téléviseur, à 75%, en grande masse, 75% pour les contenus de broadcasters, 15% pour les contenus de plateformes SVOD, AVOD, et un petit 10% pour YouTube et le partage de la vidéo. On est dans des ordres de grandeur très c'est un peu supérieur pour les broadcasters. Donc là, quand on regarde notre étude globale vidéo, on est quand même plutôt à 80%, plutôt que 75%. Et puis le reste se répartit effectivement entre tous les autres usages, une grosse partie étant les SVOD et puis les autres plateformes de partage. Donc rendez-vous en décembre pour les premiers chiffres. Rendez-vous tous les jours. La concertation, c'est tous les jours. Ça s'arrête jamais, ça ne ferme jamais. Et Médiamétrie est là. Voilà, donc ouvert 24h sur 24. Merci beaucoup Yannick.